Le matin du 4 janvier 1933, un maréchal fédéral arriva à la ferme Dover, dans le comté de Madison au Nebraska, porteur d'une ordonnance de saisie et d'une date fixée pour la vente aux enchères. Cette ferme appartenait à la famille depuis 22 ans. Les Dover avaient effectué tous les paiements possibles, mais le maïs ne se vendait qu'à 8 cents le boisseau, moins que le coût réel de sa récolte. Cet hiver-là, certains fermiers du Nebraska brûlèrent du maïs comme combustible parce que le charbon coûtait plus cher. Les calculs ne fonctionnaient tout simplement plus et aucun effort ne pouvait changer cette réalité. L'enchère fut fixée à la semaine suivante. Ce qui s'est passé ensuite a été documenté dans des témoignages devant le Congrès, des récits de journaux et les histoires orales que les historiens ont commencé à recueillir auprès des survivants de la dépression dans les années 1960 et 70. Ce n'était pas un incident isolé. Cela s'est produit des centaines de fois à travers la ceinture agricole durant les pires années de 1932 et 1933. Le jour de l'enchère, 5000 fermiers se sont présentés. Non pas pour acheter, mais pour s'assurer que personne d'autre ne le fasse. Ils ont encerclé la propriété. Ils ont fait comprendre calmement, sans annonce formelle, que les enchères compétitives n'auraient pas lieu. Lorsque le commissaire-priseur a lancé les appels pour le matériel agricole, un voisin a misé 5 cents. Pour le bétail, un autre voisin a misé 3 cents. Pour la terre elle-même, quelqu'un a misé 1 dollar. Personne n'a surenchéri. À la fin de l'enchère, le produit total était de 5,35 dollars. Le maréchal a enregistré la vente. Les Dover ont récupéré leur ferme. Ces événements furent appelés penny auction, enchères à 1 sou. Ils étaient organisés, coordonnés et soutenus par la menace implicite de violence. Des nœuds coulants étaient parfois suspendus au chevron de la grange avant l'arrivée du commissaire-priseur afin que les acheteurs extérieurs comprennent les conditions. À Desha, au Nebraska, une autre enchère a attiré 5000 fermiers et a rapporté 2,17 dollars. L'Iowa Farmers Union a organisé des barrages routiers, jetant le lait et bloquant les camions de bétail pour faire monter les prix. Leur chef, un ancien exploitant de silos à grains nommé Milo Reno, a déclaré à la presse « Si nous ne pouvons pas obtenir un traitement équitable d'une autre manière, nous utiliserons la force. » Le gouvernement a qualifié cela d'anarchie. Les archives historiques appellent cela autrement. Une communauté qui avait décidé que sa survie valait plus que le cadre juridique qui la détruisait. Ceci, c'est la deuxième vidéo de la série sur la Grande Dépression. La dernière fois, nous avons couvert le krach de 1929 et la première vague de faillite bancaire, ce qui est arrivé aux déposants ordinaires, et les preuves documentées que les hommes dirigeant les institutions en savaient plus qu'ils ne le disaient. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur des années 1931 à 1933. Qui a survécu aux pires années, ce qu'ils ont fait précisément et ce que le gouvernement a fait pour aggraver la situation? La réponse à la question de savoir qui a survécu sera plus spécifique et plus instructive que ce que vous avez probablement entendu auparavant. Fin 1932, les États-Unis étaient en chute libre économique depuis 3 ans. Le taux de chômage était passé de 3% en 1929 à près de 25%. Ce chiffre à lui seul sous-estime la réalité. À Cleveland, le chômage a atteint 50%. À Toledo, il a atteint 80%. Une société commerciale soviétique à New York recevait en moyenne 350 candidatures par jour d'Américains cherchant du travail en Union soviétique. Le système bancaire se désintégrait par vagues. La Grande-Bretagne avait abandonné l'étalon or en septembre 1931, déclenchant une nouvelle vague de panique internationale. La réponse de la Réserve fédérale fut de relever les taux d'intérêt, l'inverse de ce dont une économie en plein effondrement avait besoin, pour défendre la convertibilité hors du dollar, pendant que les Américains ordinaires perdaient leurs économies. Plus de 800 banques ont suspendu leurs opérations rien qu'en septembre et octobre 1931. L'opération de sauvetage du gouvernement, la Reconstruction Finance Corporation, RFC, était censée stabiliser le système. Son capital initial était de 500 millions de dollars, avec l'autorisation d'emprunter 2 milliards de plus. Elle commença à prêter en février 1932. Les fermetures de banques chutèrent brusquement au cours des premiers mois. Le système semblait fonctionner. Puis vint le mois de juin. Charles Dawes, ancien vice-président des États-Unis et désormais président de la RFC elle-même,
démissionna de la RFC le 6 juin 1932. 11 jours plus tard, son ancienne banque, la Central Republic Bank and Trust de Chicago, reçut un prêt d'urgence de la RFC de 16 millions de dollars. La banque subissait une hémorragie de dépôts. Dawes retourna à Chicago et fut élu directeur et président de la banque à 1 heure du matin le 27 juin. À 1h15 du matin, il informa les responsables de la RFC que sa banque ne pourrait pas ouvrir sans plus d'argent. À 9h15 ce matin-là, la RFC approuva un prêt de 90 millions de dollars contre une garantie évaluée à 31 millions de dollars. Les négociations furent achevées, comme le rapporta le magazine Time, 3 heures après minuit, avec les responsables de la RFC sur une ligne téléphonique ouverte. Les 90 millions de dollars ne suffirent pas. La banque finit par faire faillite de toute façon. L'argent de la RFC avait disparu. 10 mois plus tard, 5000 enseignants de Chicago prirent d'assaut 5 grandes banques du Loop. On leur devait 30 millions de dollars, 10 mois de salaires impayés, alors que la banque de Dawes avait reçu 90 millions de fonds d'urgence à 1 heure du matin. Un sénateur, observant la foule devant les banques, avertit le Congrès. Devant leur porte, une révolte gronde. Il ne se trompait pas sur ce que les gens ressentaient. Il se trompait en pensant que cela resterait à l'extérieur. La Bonus Army arriva à Washington au printemps et à l'été 1932. 20 des 1000 vétérans de la Première Guerre mondiale, beaucoup avec leurs familles, avaient marché depuis tout le pays pour exiger le paiement anticipé des certificats de bonus qui leur avaient été promis pour leur service. Le Congrès avait émis les certificats en 1924, remboursables en 1945. Les vétérans demandaient le paiement maintenant, parce que 1945 n'allait pas les aider en 1932. Leur chef était un homme nommé Walter Waters, 34 ans, ancien sergent de Portland, dans l'Oregon, qui avait perdu son emploi dans une conserverie. Il organisa le premier groupe pour marcher de Portland à Washington, et d'autres suivirent jusqu'à ce que la capitale abrite le plus grand campement de vétérans de l'histoire américaine. Le plus grand camp sur 30 acres à Anacostia Flats, de l'autre côté de la rivière par rapport à la capitale, disposait de réfectoires, de latrines, de terrains de parade, d'une église et d'écoles pour les enfants. Ses résidents l'appelaient Camp Bartlett. Le surintendant de la police de Washington, Pelham Glassford, lui-même général de brigade pendant la guerre, traita les vétérans avec respect, organisa des collectes de fonds pour eux et assista à leurs matchs de boxe. Le Sénat rejeta le projet de loi sur les bonus le 17 juin. La plupart des vétérans restèrent. Ils n'avaient pas de foyer où retourner. Le 28 juillet, le président Hoover ordonna à l'armée d'évacuer les camps. Le général Douglas MacArthur commanda personnellement l'opération. Ses forces comprenaient 600 soldats, de la cavalerie, de l'infanterie, un escadron de mitrailleuses et 6 chars. Le major George Patton dirigeait la cavalerie. Le major Dwight Eisenhower servait d'aide de camp à MacArthur et le supplia de rester à l'arrière. MacArthur refusa. La cavalerie chargea sabres au clair. L'infanterie utilisa des gaz lacrymogènes et des baïonnettes. Les cabanes d'Anacostia Flats furent incendiées. 2 vétérans furent tués, William Hushka, un immigré lituanien qui avait vendu sa boucherie pour s'engager, et Eric Carlson, un vétéran des tranchées d'Oakland en Californie. Un homme nommé Joe Angelo, qui avait sauvé la vie de Patton à Meusargonne en 1918 en le traînant dans un trou d'obus sous le feu, s'approcha de Patton le lendemain de la déroute pour demander de l'aide. Patton l'écarta. Le secrétaire à la guerre Hurley avait ordonné par 2 fois à MacArthur de ne pas traverser le pont d'Anacostia. MacArthur ignora les ordres. Il dit plus tard qu'il était trop occupé. Une étude ultérieure de l'administration des vétérans confirma que 94% des marcheurs étaient d'authentiques vétérans. Hoover et MacArthur avaient publiquement affirmé que le camp était infiltré par des communistes. Les documents ne soutenaient pas leur dire. Un passant regardant l'armée chasser les vétérans de la capitale cria « Le drapeau américain ne signifie plus rien pour moi après cela. » Maintenant, qui a survécu? Pas ceux qui s'en sont bien sortis dans l'abstrait, mais qui, spécifiquement dans les archives documentées, a traversé la pire dépression de l'histoire américaine avec une situation financière intacte ou améliorée. La réponse se divise en 2 catégories. La première concerne les personnes qui sont entrées dans la crise sans dette. La seconde concerne les personnes qui avaient bâti des actifs concrets ayant conservé leur valeur quand les actifs de papier tombaient à zéro.
Floyd Odlum était le fils d'un pasteur méthodiste du Michigan qui avait mis en commun 40 000 dollars avec un associé en 1923 et en avait fait une société d'investissement. À l'été 1929, quelque chose le rendit inquiet quant à la trajectoire du marché. Il vendit la moitié de son portefeuille et émit de nouveaux titres pour lever des liquidités. Quand octobre arriva, il disposait de 14 millions de dollars, alors que le reste du marché était détruit par les appels de marge. Entre 1930 et 1933, il acheta 22 sociétés d'investissement en faillite à des prix aussi bas que 60 cents pour $1 de valeur. En 1933, sa société était le plus grand fonds d'investissement d'Amérique. Un banquier de Goldman Sachs lui donna le surnom de Sixth Cent Odlum. Il n'a rien fait de compliqué. Il était liquide quand tous les autres ne l'étaient pas. Dans une déflation, quand les prix baissent et que la valeur de l'argent augmente, la personne qui détient des liquidités est la seule à pouvoir agir. Tous les autres sont sur la défensive. L'équivalent moderne de la position d'Odlum est simple. Les personnes qui regardent cette vidéo et qui ne détiennent aucune dette sur marge, aucune position à effet de levier et une réserve de liquidité significative sont positionnées comme l'était Odlum, non pas parce qu'une dépression est inévitable, mais parce que si elle survient, la liquidité est le seul actif qui fonctionne dans la première phase. Joseph Kennedy offre une leçon connexe. Kennedy est entré en 1929 avec environ 4 millions de dollars. En 1935, il en avait environ 180 millions. Il avait vendu ses positions boursières avant le krach, gagné de l'argent supplémentaire en vendant à découvert en 1929 et 1930, gagné plusieurs millions grâce à la consolidation des films à Hollywood et signé des contrats d'importation exclusifs pour le whisky écossais et le gin à la fin de la Prohibition. Il a ensuite acheté de l'immobilier de premier ordre au prix de la dépression, des actifs ayant une valeur productive intrinsèque et non des promesses en pas de papier. Kennedy a plus tard décrit sa méthode en 3 mots. Fait, pas de sentiment, timing. Il avait établi des fonds fiduciaires d'1 million de dollars pour chacun de ses 9 enfants avant le krach. Les trusts étaient légalement distincts de ses positions de trading. Quoi qu'il lui arrive personnellement, ses actifs étaient protégés. La leçon structurelle de Kennedy ne concerne pas la vente à découvert. Elle concerne la séparation juridique des actifs. L'argent qu'il devait préserver n'était pas dans la même structure juridique que l'argent qu'il risquait. L'équivalent d'aujourd'hui inclut les trusts, certaines structures de comptes de retraite et, si vous détenez des métaux physiques, un stockage privé qui n'apparaît sur aucun relevé de courtage. Enfin, pour la troisième catégorie de survivants, celle à laquelle les livres d'histoire consacrent le moins de temps. Les fermiers des penny auctions n'étaient pas riches. Ils n'étaient pas des investisseurs sophistiqués. Ils ont survécu parce qu'ils avaient bâti des réseaux de confiance avant que la crise n'arrive. Et ces réseaux ont fonctionné comme une structure financière quand la structure financière formelle s'est effondrée. Au Minnesota, le gouverneur Floyd Olson a déclaré un moratoire sur les saisies en 1933 sous la pression directe de fermiers organisés qui ont clairement indiqué que les saisies seraient physiquement entravées. Le moratoire a tenu. Des banques qui auraient dû procéder légalement ont été arrêtées par le refus organisé des communautés de coopérer avec le processus judiciaire. Dans les villes, Al Capone a ouvert une soupe populaire à Chicago en novembre 1930 qui servait 2200 personnes par jour, 3 repas pour un coût de 300 dollars par jour, entièrement sur ses propres fonds. Elle a fonctionné pendant 18 mois. Un journaliste a demandé à un associé de Capone pourquoi. L'associé a répondu en substance que Capone ne pouvait supporter de voir les gens mourir de faim, alors que personne d'autre ne semblait faire quoi que ce soit. La littérature académique sur la survie pendant la dépression documente systématiquement la même conclusion. Les personnes disposant de réseaux sociaux solides, les personnes qui avaient de vraies relations avec leurs voisins, des organisations communautaires, des institutions religieuses et leurs familles élargies avaient accès à des ressources, des informations et une aide mutuelle que les individus isolés n'avaient pas. Ce n'est pas du sentiment, c'est structurel. Votre réseau est un actif financier. La dépression l'a prouvé avec une précision que la théorie économique ne peut égaler. La 4e catégorie est celle dont cette chaîne discute rarement, car elle contredit l'instinct selon lequel les actifs de papier échouent toujours en temps de crise. Dans un effondrement déflationniste,
Les obligations de haute qualité ne se comportent pas comme les actions. Elles s'apprécient en termes réels. Quand les prix baissent dans toute l'économie, un paiement d'intérêt fixe d'un émetteur solvable prend de la valeur chaque mois parce que les dollars versés permettent d'acheter plus qu'au moment de l'émission de l'obligation. Les obligations du Trésor américain, les obligations d'entreprises de haute qualité de société qui n'ont pas fait défaut, et certaines obligations municipales ont conservé leur valeur et versé des revenus pendant toute la décennie de la dépression. Les personnes qui les détenaient n'étaient pas tape à l'œil. Elles n'ont pas fait fortune comme Odlum, mais elles n'ont pas perdu leur richesse non plus. C'est l'image miroir de ce qui se passe lors d'une inflation où les obligations sont détruites et les actifs tangibles l'emportent. En déflation, le mécanisme s'inverse. Les archives documentées des années 1930 sont l'un des exemples les plus clairs de l'histoire américaine de ce renversement en action. Le parallèle moderne exige de l'honnêteté. Les obligations ne sont pas universellement sûres. Une obligation ne vaut que ce que vaut l'émetteur qui la soutient. Pendant la dépression, les obligations d'entreprises trop endettées ont fait défaut en grand nombre. Les détenteurs d'obligations de Samuel Insull ont tout perdu lorsque son empire des services publics s'est effondré. La distinction qui importait était la qualité du crédit. Les obligations du Trésor et les émissions de haute qualité d'émetteurs solvables ont tenu bon. Les titres de pacotille n'ont rien gardé. La cinquième catégorie que les livres d'histoire sous-estiment systématiquement est celle des qualifications professionnelles. Les médecins avaient toujours des patients. Les avocats avaient toujours des clients. Les ingénieurs avaient toujours des projets. Les enseignants avaient toujours des classes, même quand le salaire était retardé. La dépression a détruit les actifs financiers avec une efficacité remarquable. Mais elle n'a pas détruit la valeur d'une compétence dont les gens avaient besoin, quel que soit l'état de l'économie. Les personnes qui avaient investi dans l'éducation et l'expertise professionnelle avant la crise transportaient un actif que la déflation ne pouvait atteindre. C'est plus difficile à quantifier qu'un prix de l'or ou un rendement obligataire. Mais les histoires orales sont sans équivoque. Les entretiens de Stutz Terkel avec les survivants de la dépression y reviennent à plusieurs reprises. Les professionnels de la famille étaient ceux qui nourrissaient le réseau élargi. Non pas parce qu'ils étaient riches, beaucoup avaient vu leurs économies anéanties comme tout le monde, mais parce que leur revenu, aussi réduit soit-il, n'est jamais tombé à zéro. La réponse du gouvernement à la profondeur de la dépression est l'un des échecs de politique économique les plus documentés de l'histoire américaine. C'est aussi l'un des plus instructifs. Herbert Hoover a augmenté les impôts en 1932, et pas qu'un peu. La loi sur les revenus de 1932 fut la plus grande augmentation d'impôts en temps de paix de l'histoire américaine jusqu'alors. Le taux marginal supérieur est passé de 25% à 63%. De nouvelles taxes d'accise ont frappé l'essence, les appels téléphoniques, les chèques bancaires et des dizaines de biens courants. Hoover a prononcé 21 discours sur l'importance de l'équilibre budgétaire. Le produit intérieur brut a chuté de près de 13% cette année-là. Il avait déjà signé le tarif Smoot-Hawley en 1930. 1000 économistes l'avaient supplié de ne pas le faire. Henry Ford avait personnellement fait pression contre lui. Thomas Lamont de JP Morgan avait déclaré qu'il s'était presque mis à genoux pour supplier Hoover d'y opposer son veto. Hoover l'a qualifié de vicieux et odieux, puis il l'a signé. Les importations américaines se sont effondrées, passant de 4,4 milliards de dollars à 1,5 milliard. Environ 24 pays ont exercé des représailles. Le système commercial international s'est brisé et la Réserve fédérale, l'institution spécifiquement conçue pour prévenir les paniques financières, a laissé la masse monétaire chuter de près de 30% entre 1930 et 1933. Elle a relevé les taux alors qu'elle aurait dû les baisser. Elle a fermé son guichet d'escompte alors qu'elle aurait dû l'ouvrir. Ben Bernanke, lors du dîner du 90e anniversaire de Milton Friedman en 2002, a reconnu directement au nom de la Réserve fédérale. C'est nous qui l'avons fait. Nous sommes désolés. Nous ne le ferons plus. La leçon que les archives documentées nous livrent ici n'est pas idéologique. Ce n'est pas un argument pour plus ou moins de gouvernement. C'est quelque chose de plus spécifique. Lorsqu'un système financier est soumis à un stress sévère, les institutions qui le gèrent seront sujettes à des pressions politiques, à l'inertie institutionnelle,
à une rigidité doctrinale et à des conflits d'intérêts personnels qui empêchent une réponse optimale. Cela est documenté dans chaque crise financière enregistrée sur cette chaîne. Ce n'est pas un échec unique aux années 1930. Les gens qui se sont positionnés pour survivre ne l'ont pas fait en prédisant correctement ce que ferait le gouvernement. Ils se sont positionnés pour survivre quel que soit l'acte du gouvernement en détenant des actifs qui ne nécessitaient pas la compétence gouvernementale pour conserver leurs valeurs. Les livres d'histoire accordent à Herbert Hoover et Franklin Roosevelt les rôles principaux dans l'histoire de la dépression. Ils contrôlaient la législation, les conférences de presse, les décisions politiques. Mais les sources primaires situent quelque chose que l'histoire officielle sous-estime systématiquement. Pendant que Hoover prononçait des discours sur la coopération volontaire et les budgets équilibrés, pendant que MacArthur brûlait le camp des vétérans et que Dawes obtenait ses 90 millions de dollars à 1 heure du matin, 5000 fermiers du Nebraska se présentaient à une enchère et misaient 5 cents pour un équipement qui en valait des centaines. Ils n'ont pas attendu que la politique soit corrigée. Ils n'ont pas adressé de pétition à la RFC. Ils n'ont pas écrit de lettres à leurs membres du Congrès. Ils ont regardé la situation, ont compris ce que les règles faisaient à leur communauté et ont construit une structure parallèle qui opérait en dehors de ces règles. Ce n'est pas une histoire de 1933. Chaque crise financière en produit une version. La question est toujours la même. Combien de personnes sont positionnées pour participer à la structure parallèle avant d'en avoir besoin? Et combien attendent encore que la structure officielle fonctionne? Abonnez-vous pour ne pas manquer la troisième partie. Nous aborderons le New Deal. Ce que Roosevelt a réellement fait, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et ce que le gouvernement a fait de l'or des citoyens, ce qui est directement lié à tout ce que cette série a documenté. La troisième partie répond à la question de savoir qui a conservé sa richesse tout au long de la décennie et comment. Si ce récit de résilience et de mécanique cachée de la survie a changé votre vision du passé, veuillez vous abonner et aimer la chaîne. Nous déterrons l'histoire qu'ils ont essayé d'enterrer. Plantez les graines pour l'avenir. Le prochain trésor de connaissances s'ouvrira bientôt.